70 inscrits ou 80 inscrits. Un certain nombre ont dû préférer un. Ouais, d'accord, bon, voilà. Ont dû préférer ou l'autre atelier, ou la visite de Marseille, ou un peu de shopping. Mais je suis sûr que nous allons pouvoir mener pour autant des travaux très interactifs, car c'est la philosophie de cet atelier. Après en avoir échangé avec les uns et les autres, les unes et les autres, certes, il y a un certain nombre de messages qui vont vous être délivrés par les intervenants, mais ce que nous souhaitons collectivement, c'est surtout que vous soyez aussi acteurs de cet atelier et pas seulement consommateurs. Donc, je vous proposerai, peut-être pas à chaque intervention, mais au bout de 2 interventions, de faire une petite pause et puis que vous puissiez tout de suite, sans attendre la fin des présentations, réagir, questionner, apporter vos propres expériences et tous les commentaires qui vont bien avec. Plusieurs participants donc à cet atelier. Tout d'abord Gilles Avrousse, juste à ma droite, bonjour, maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole. Laurent Sémavoine, délégué à DGCF de la région Sud-PACA et DG de Dracine, Provence, Verdon, agglomération, Dracénie. Eh bien, ça commence bien pour moi. Ensuite, Claude Soré-Virol, DGA du CIG Grande Couronne. Bonjour. Laurenceau, non, pas tout à fait. Nathalie Parlant, DG du CDG 17, Charente-Maritime, pour ceux qui auraient oublié le numéro. Et enfin, Laurent Sauzer, qui est directeur adjoint à la DRH en charge de l'administration des ressources humaines à la métropole de Lyon. Entrez donc, il ne se passe rien de grave. Allez, on vous laisse rentrer. Oui, vous inquiétez pas. L'objet de notre atelier est donc d'échanger sur le pilotage stratégique des lignes directrices de gestion et bien sûr sur le rôle d'accompagnement des CDG en matière de GPEC. 2 textes, mais je vais être très court, fondent ce sujet. Tout d'abord, un texte de 2016 qui était prévu pour l'État, très précisément du 20 avril, et puis naturellement la loi du 6 août 19 concernant les collectivités territoriales. Ce sujet peut paraître totalement technique. En fait, nous pensons, et c'est suite aux échanges que nous avons eus tout à l'heure, que ce sujet est sûrement technique, mais surtout éminemment politique. Et qu'il y a là un moment privilégié que les uns et les autres vont décrire chacun dans leur collectivité, voire au-delà, parce qu'il y a des notions qui dépassent chacune de leurs collectivités. Comment, justement, ces deux pôles se rencontrent autour des lignes directrices de gestion. L'objet, et je vais en terminer par là, parce que je serai trop long, c'est bien sûr, dans les expériences qui vont vous être présentées, de montrer la philosophie, les objectifs poursuivis, la méthode retenue et les réussites. Mais parce qu'ils sont tous particulièrement honnêtes, eh bien, ils vous diront aussi comment il y a encore des marges de progression dans ce qu'ils ont pu faire. Non, tu n'es pas d'accord, Claude. Donc, après cette introduction rapide, eh bien moi je passe la parole à Gilles Avrousse qui va nous parler de l'élaboration des lignes directrices de gestion et de manière relativement statistique. Monsieur le Président maire. Merci, merci beaucoup. Alors on va le faire un peu à 2 voix avec Laurent Sémavoine. L'objectif, alors pour moi, c'est pas de présenter une expérience locale que j'aurais été faite, mais c'est vraiment de faire un retour sur une enquête, une étude qui a été menée pendant l'été sur les mois de juin à août 2022 sur un état des lieux des lignes directrices de gestion et de leur mise en œuvre par les collectivités.
Vous êtes tous des spécialistes, hein, je ne vais pas vous rappeler ce qu'il en est, mais pour ceux qui découvriraient le sujet, donc les lignes directrices de gestion, vous savez que c'est une des innovations de la loi de transformation. Je pense qu'on peut passer, alors du coup je pourrais le faire, c'est ça, avec la télécommande. Donc, je vais peut-être tenter. Il y a une télécommande. C'est ça. Hop, voilà. Innovation donc de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. À quoi elles servent, ces lignes directrices de gestion? Leur vocation, c'était de fixer les mesures de promotion et de valorisation des parcours professionnels et puis de définir une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, donc d'une politique de ressources humaines. Ça, c'est l'objectif tel qu'il a été défini. On verra après dans la pratique comment ça s'est illustré concrètement. Et puis, qui les fixe eh bien, soit les présidents de centres de gestion après consultation des CST compétents ou l'autorité territoriale pour les collectivités, évidemment, qui les élabore sans passer par les centres de gestion. Sur la mise en œuvre, les LDG, vous savez qu'elles s'appliquent pour des décisions individuelles, des décisions individuelles de promotion qui prennent effet ou qui prenaient effet à compter du 1er janvier 2021, avec des projets de LDG qui sont établis en matière de promotion interne, donc par le président du CDG, ce que je disais tout à l'heure, et puis en pratique, des prescriptions qui ont été confrontées au décalage des dates de renouvellement général des conseils municipaux. Hein. Je vous rappelle les élections municipales au printemps 2020, la crise sanitaire qui suspend l'entre-deux tours, qui décale l'entre-deux tours, les intercommunalités qui sont encore décalées plus fortement, et pour le coup des exécutifs qui prennent leurs fonctions avec quelques mois de retard, et plus que quelques mois pour mettre en place les lignes directrices de gestion dans un contexte pour le national, hein, où la priorité elle était plus de fournir des masques à la population que de mettre en place les lignes directrices de gestion. Donc, ce qui explique les résultats qu'on va pouvoir constater tout à l'heure. Sur l'étude qui a été menée donc, par 4 associations d'élus, l'Association des départements de France, la FNCDG, France Urbaine et Intercommunalité de France, je disais tout à l'heure du 15 juin au 22 août 2022, près de 2200 répondants, donc ça commence à faire un panel assez intéressant et significatif, avec 82% de communes, 1813, vous voyez la part de communautés de communes derrière 12%, communauté d'agglo 3,32, communauté urbaine 0,36, après les métropoles, départements et régions. Alors évidemment, c'est représentatif, mais on se doute bien que ceux qui répondent, c'est aussi ceux qui sont le plus structurés, et on peut imaginer que les plus petites communes, les plus petites, avec les secrétaires de mairie débordés, ne sont pas forcément représentatifs à la proportion de la réalité de leur présence sur le territoire national. Là, vous voyez en fonction des effectifs, donc il y a quand même un peu plus de 40% des collectivités qui ont moins de 10 agents, ce qui fait que quand même les petites sont quand même représentées dans le panel, même si on sait qu'elles doivent peser un petit peu plus. Et puis après, si on parle d'habitants, sur ceux qui ont répondu, vous voyez, 50% sont des collectivités de moins de 2000 habitants. Donc je pense quand même que les résultats qu'on présente là peuvent nous donner des indications fiables sur la réalité de la situation de la mise en œuvre des lignes de gestion à l'échelle nationale. 31 décembre 2020, plus de la moitié des collectivités, donc c'était la date butoir, hein, puisque la mise en application c'est au 1er janvier 2021, 52,15% des collectivités ne les avaient pas mises en place. Donc plus de la moitié n'étaient pas dans les clous, dans le délai fixé par le législatif. Un an après, donc 31 décembre dernier, on est à 70% qui les ont mises en place. La projection pour la fin de l'année à venir donne une projection donc à 93%. Mais encore une fois, en fonction du panel, et ce que j'expliquais tout à l'heure, et peut-être que les plus petites qui n'ont pas répondu, c'est celles qui ne vont pas les mettre en œuvre, la vérité, elle est sûrement en dessous de 93%. Donc au 31 décembre 2022, je pense qu'on sera pas loin de 90%, mais pas beaucoup au-delà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces lignes directrices de gestion? Alors, un petit rappel déjà, c'est que ces lignes, elles doivent être, quand elles sont mises en application, enfin leur mise en application, elles doivent être communiquées aux agents.
Alors j'ai passé rapidement, et ça viendra dans la discussion, normalement dans l'élaboration, il y a aussi dû ou pu avoir une consultation des agents, soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations syndicales. Mais mettant à part ce préalable, après l'adoption, normalement, on doit les communiquer aux agents. Et c'est créateur de droit, parce que si c'est pas fait, les agents peuvent s'en prévaloir après pour contester une promotion qui ne serait pas attribuée en disant voilà, les lignes de gestion, soit elles n'ont pas été approuvées et mises en œuvre à la date voulue, soit elles n'ont pas été communiquées, j'en avais pas connaissance, et ça peut ouvrir un conflit juridique. Quand on regarde les collectivités qui ont communiqué auprès des agents, on est à 67%. 67% des 70% qui l'ont fait, parce que là on est au 31 décembre dernier. Donc il n'y a pas une communication totale des lignes de gestion. Donc ça, c'est tout à l'heure on parlait de marge de progression et de choses à améliorer. Ce sera une marge de progression, c'est clair. Sur les autres, alors je vais un petit peu vite, mais encore une fois, l'objectif c'est après d'ouvrir le débat et discuter à partir de ça. Les modes de communication tels que définis dans les textes, dans le décret du 29 novembre 2019, c'est par voie numérique ou le cas échéant par tout autre moyen, que la formule est vaste et large. En pratique, un tiers l'ont fait par voie numérique, un tiers ont organisé une réunion d'information, et on imagine que l'autre tiers, ils l'ont fait en le communiquant par écrit ou par d'autres moyens. Alors, sur la méthode, 54% des collectivités territoriales ont présenté un projet de ligne directrice de gestion en comité technique. Donc presque une collectivité, enfin un peu plus d'une collectivité sur deux. 37% ont mis en place des groupes de travail au niveau local ou intercommunal en fonction de la collectivité, bien évidemment. Sur la méthode d'élaboration, 51% des répondants ont utilisé les outils qui ont été mis à disposition par leur centre de gestion. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ça montre l'utilité de ce qui a été mis en œuvre et diffusé auprès de nos collectivités. 21% ont pris contact avec leur CDG pour disposer d'un accompagnement. Donc une collectivité sur 5 était au-delà du guide et a demandé vraiment une assistance du centre de gestion, du centre départemental de gestion, ce qui démontre que c'est le premier interlocuteur du coup des collectivités en termes de conseils d'accompagnement, bien au-delà de cabinets qui pourraient en faire leur métier, puisque dans l'étude la question était posée, c'est 0,33% des collectivités qui ont demandé l'aide à une collectivité, on peut imaginer que ce soit les plus grosses collectivités, évidemment pas celles qu'on a au quotidien à nos côtés. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les lignes de gestion qui ont été mises en œuvre? 87% des collectivités qui ont répondu donc ont indiqué qu'au sein de leur ligne de gestion, ils avaient défini les critères d'avancement, 83% les modalités et les critères de promotion interne. On aurait pu imaginer que ce soit 100% sur ces questions-là, mais c'est pas... Alors, par expérience, vous savez que certains les ont votés, je veux dire, en solution de base minimaliste, en se disant on le fait pour respecter la question de délai, et il y aura une clause de revoyure, on y reviendra et on réactualisera le moment venu. Donc les 13% peuvent s'expliquer par une volonté de respecter le délai et en se laissant le temps de rediscuter, de recompléter par la suite. 54% des collectivités ont également mis dans leur ligne de gestion les politiques d'évolution professionnelle, 55% les politiques de formation, 39% la valorisation des parcours professionnels et l'égalité professionnelle femmes-hommes. Je crois que ce sera un des sujets de discussion qu'on aura tout à l'heure, avec pour 38% l'intégration d'un plan d'action spécifique sur cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes. On est toujours à 38% des 70% qui ont répondu, donc on n'est pas à 38% des collectivités en France. Certains sont allés encore plus loin, pour 30%, ils ont précisé leur politique de rémunération. Et les questions de qualité de vie au travail et de protection sociale complémentaire, qui sont les sujets d'actualité avec l'évolution de l'obligation de mettre en œuvre une politique de PSC d'ici 2026. Pour 33%, ils ont également intégré des mesures de politique de santé et de prévention des risques professionnels. Et pour 32%,
ils ont formalisé une démarche de GPEC, et en sachant que, quand je disais tout à l'heure en ouverture, que dans les missions et les objectifs de cette innovation, c'était d'avoir une véritable politique de ressources humaines aussi, et d'où la GPEC. Mais aujourd'hui, on sait les difficultés qu'on a, on en parlera sûrement tout à l'heure, et la nouveauté que c'est pour des collectivités de définir une politique de GPEC. Donc on est à peine un tiers des collectivités qui ont intégré ces mesures-là. J'arrive presque à la fin. Sur ce document, qui est un document éminemment stratégique et politique de la gestion municipale, on a une obligation, enfin on a une obligation morale d'associer, on parlait tout à l'heure, les organisations syndicales, même s'il y a des consultations là, qui sont plus que morales mais qui sont obligatoires, mais également la collectivité et les élus. Et donc on a 74% des collectivités territoriales et des établissements publics qui ont été sollicités, c'est-à-dire qui ont délibéré sur le sujet, qui ont une présentation en conseil municipal ou en conseil communautaire. La question finale, c'est la question de la révision. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà révisé leur ligne directrice de gestion ? Compte tenu, on va dire, de la fraîcheur de la mise en œuvre, on n'en a pas beaucoup. Évidemment, 96% des collectivités qui ont répondu n'ont pas procédé à la révision. En revanche, on peut imaginer que dans les mois et dans les années là, qui viennent, ce soit évidemment plus important, puisque l'article 253-5 du CGFP précise qu'un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion est établi annuellement et qui doit être présenté au comité social territorial compétent. Donc qui dit bilan, qui dit présentation et discussion avec les OS, peut laisser supposer derrière adaptation, complément, modification et donc révision des lignes directrices de gestion. Sur le débat, pour ceux qui l'ont approuvé plus d'un an en arrière, aujourd'hui, seuls 27% des collectivités, ou si on veut le voir dans le sens inverse, on peut dire ce qui est écrit, ce débat a déjà eu lieu dans 27%, enfin c'est uniquement dans 27% des collectivités où le débat a eu lieu. Voilà, donc ça aussi dans les marges aujourd'hui de progression, on sait qu'il va falloir rediscuter de ce qui a été mis en œuvre. Et puis sur le volet intercommunalité, je vais passer la parole à Laurent. Oui, merci. Peut-être vais-je avoir avec vous un propos rapide, plus d'énoncé général, parce que vous êtes rentré là, effectivement, par rapport à l'enquête statistique sur des données qui sont importantes, qui sont incidentes. Et c'est intéressant qu'il y ait le président de Châteauroux Métropole et vous aussi, parce que vous disiez que c'était un projet éminemment stratégique, nécessaire et politique. Et là, on a vraiment mis le doigt sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte général que l'on connaît bien, contexte sociétal, de difficultés. On est en période de transition, on a des enjeux normatifs énormes depuis longtemps, on est en transition écologique et énergétique. Et d'ailleurs, tous les soutiens que nous apportent désormais nos partenaires territoriaux se font à l'aune de ces prismes-là de transition énergétique et écologique. J'en veux notamment le contrat de relance et de transition énergétique pour les communes et pour les intercos, ce qui est très très important. Le contexte de pression économique et financière qui nous touche tous, évidemment, avec l'effet ciseau que l'on connaît bien. Le contexte social, j'en ai parlé, constamment confronté à des préoccupations liées maintenant sur l'actualité par les réseaux sociaux, avec la prise en compte de la nécessaire solidarité des territoires, du lien social que nous devons maintenir, de la sécurité publique, de la protection sociale dans un monde désormais d'ubérisation, où on va directement du producteur au consommateur, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a donc plus de garde-fous. Enfin, un mythe de simplification, on va à l'aune de chacune des modifications, des lois, des réglementations, vous dire que c'est pour une plus grande efficience et pour une plus grande simplification. On voit bien tous les jours, lorsqu'on est à la manœuvre du véhicule, que c'est extrêmement compliqué. Ces règlements et même les outils de pilotage qui nous sont donnés en exemple. Alors la gageure, c'est évidemment pour nous tous de bénéficier d'un service public de proximité de qualité. La population est très exigeante, les élus sont très exigeants, ils le doivent, et la fonction publique, elle est là pour ça, pour assurer la permanence d'un service public pour tous les citoyens de notre pays et participer à l'effort collectif. Alors la loi du 6 août 2019, vous en avez parlé,
dans un contexte que l'on veut d'attractivité de nos collectivités, de nos services publics, de performance et donc d'efficience. C'est dire finalement, les objectifs, c'est le dialogue social, le promouvoir, dans le respect et dans la garantie des agents. Nos agents publics sont vraiment tous les jours mis sous la sellette, parce que ce sont des fonctionnaires qui ne travaillent pas suffisamment, parce qu'il y a des RTT, parce que les services publics, on a du mal, on a de la pénurie de personnel aussi, à assurer le service public de proximité. Et donc évidemment, cela retombe sur les agents publics. Un des objectifs, c'est aussi de simplifier la gestion de nos ressources humaines, on est sur le sujet, de simplifier le cadre de gestion des agents publics, de favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau ces dernières années. Et de renforcer l'égalité professionnelle hommes-femmes et vis-à-vis aussi des personnes en situation de handicap. Alors, la grande ambition sur les points particuliers qu'il nous fallait voir dans ce cadre des lignes directrices de gestion, c'était toutes les lois et règlements récents dont il fallait prendre compte et à venir aussi donc d'anticiper, travailler et œuvrer à l'attractivité de notre collectivité, j'en ai parlé, les modes de gestion des services publics qui sont en totale rénovation, la prise en compte des attentes et des demandes des usagers, extrêmement incidents tous les jours, la professionnalisation des services, la mise en œuvre du projet d'administration et du projet de service, mais ça c'est notre boulot quotidien, pas de difficulté, le développement des compétences de l'encadrement, volet important en matière de RH aujourd'hui, une gestion plus prévisionnelle, peut-être une GPEC effectivement, une gestion plus prévisionnelle des mobilités internes liées aux retraites, parce qu'on sait qu'il va y avoir un choc dans les prochaines années, donc de remplacement, et donc la politique de recrutement en regard de la fonction du statut des titulaires et du recours aux contractuels, qui là aussi est un vrai sujet en interne, et notamment avec les organisations syndicales. Enfin, il s'agit aussi de la gestion des inaptitudes et de l'usure. Eh bien oui, dans la fonction publique, il y a de l'usure professionnelle, il y a du stress au travail, et c'est la raison pour laquelle, depuis des années, nous défendons et nous travaillons sur la prise en compte de la santé au travail, et ce n'est pas qu'une thématique. Et enfin, l'accompagnement au changement. Alors finalement, cette ambition, elle était très importante, très générique, sociétale. Et les enjeux, ces enjeux, se sont quand même rétréci, resserré, de mon point de vue, en tant que DG, sur la gestion RH. Alors, c'est important, parce que pour conduire, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, notre mission de service public dans le quotidien, il faut effectivement, vis-à-vis des agents, du collectif, que nous soyons en capacité, chacun dans le cadre de sa fonction, d'entraîner, d'encadrer, de communiquer, et d'œuvrer sur une déontologie professionnelle que nous devons réaffirmer et que nous réaffirmons. Et les lignes de gestion doivent nous y aider. Dans tous les détails, je n'y reviens pas. Vous dire que les enjeux sont grands. On a pris le prisme de la gestion RH, c'est bien. On sait que toutes les thématiques dont vous avez parlé là, qu'ils vont être revisitées, le seront cette année et les années prochaines, avec des enjeux beaucoup plus importants de réforme interne de nos collectivités territoriales et des EPCI, des interco en ce qui me concerne. Voilà. Je ne vais pas poser la question. On va laisser, si vous voulez bien, au bout de ces deux interventions, vos réactions, vos commentaires, vos critiques peut-être. Oui. La première question étant la plus difficile, on passe tout de suite à la seconde. Allez. Solidarité collective. Ça va déjà. Collectif, voilà. Très bien. Alors, Cécile Yassi, DGS du CDG 27. Nous, on a 80% de nos collectivités qui ont moins de 10 agents. Donc, c'est vrai que la première année, pour qu'ils soient dans les clous avant le 31 décembre 2020, puisque tout le monde pensait, en fait, que la DGCL allait reporter et que nenni, voilà. Ils ont considéré, peut-être pas complètement à tort, qu'on le savait quand même depuis le mois d'août de l'année d'avant. Donc, voilà. Mais comme le temps n'est pas le même dans la territoriale, en effet... La DGCL est assise au premier rang. Hein, donc... Non, mais enfin, moi...
Oui, enfin, moi je me doutais bien, mais c'est pas une critique, hein, justement, je pense qu'en effet, on le savait quand même depuis août 2019, donc on s'étonne en novembre 2020 qu'ils ne reportent pas. Bon, moi, quelque part, ça ne me choque pas. Bon. Donc nous, on avait anticipé et on a permis aux collectivités, ne serait-ce que sur le volet 2, parce que ça, c'est vrai que ça a permis aussi de ne pas bloquer les arrêtés d'avancement de grade et tout ça. On aura fait déjà un modèle sur le volet 2. Donc ça les a aidés pour 1 an et on a fait valider par notre CT pour les moins de 50 en disant si vous l'adoptez celui-là sans rien changer, il sera déjà valable sur 1 an, vous ne bloquez pas vos arrêtés. Donc je pense que les centres de gestion pouvaient tout à fait aider les plus petites collectivités dans ce sens-là. Après, je trouve que justement cette loi de transformation, elle est en train vraiment de transformer la fonction publique et je trouve que ça c'est une bonne chose. Avant, moi j'ai fait des formations l'élu cet employeur, aujourd'hui il faut faire l'élu ce manager. Ils ont un petit peu de mal, pour tout vous dire, quand même, hein, parce qu'en effet, on entendait ce matin, ils sont élus pour un projet politique, et puis quand ils arrivent à la mairie, ils se disent, c'est quoi ces trucs là autour de moi? Ah, des fonctionnaires, hein. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne pas très bien, voilà. Donc les centres de gestion, justement, on est là pour les aider. Ça leur permet, enfin nous, on a essayé de le faire comme ça, on a fait pas mal de réunions, d'informations, pour leur faire un peu l'hélicoptère, c'est-à-dire prendre un peu de hauteur sur qu'est-ce qu'ils attendaient de leurs agents, qu'est-ce qui pouvait leur permettre et tout ça. Il y a toujours un biais de recrutement, hein. Donc ceux qui viennent, c'est déjà ceux qui n'ont pas besoin, c'est comme d'habitude, parce que le pire, c'est en fait ceux qui ne viennent pas. Je trouve qu'ils ont quand même, ils commencent à prendre le virage, les élus locaux. Incroyable que je dise un truc comme ça, j'aurais pas dit ça il y a 4 ans. Ils commencent à prendre le virage et on a notre rôle aussi à jouer vraiment sans de gestion et je pense qu'on le joue largement sur le fait que ça n'est pas que des obligations qu'on vous rajoute, mais tout est lié ensemble. L'entretien professionnel, le document unique d'évaluation des risques, les lignes directrices de gestion, votre politique RH, un peu de transparence, ça n'a jamais fait de mal, hein, voilà. Pour les agents, je suis un peu déçue de voir à quel point ça n'a pas été... à quel point, en fait, ils n'ont pas communiqué sur leur ligne directrice de gestion. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage parce que... Et puis, ça leur a permis aussi de se rendre compte de ce qu'ils pouvaient faire ou pas et de se poser la question. Donc, non, enfin, moi, je suis... Alors, si j'ai un petit... on va dire, une petite remarque à faire à la DGCL, peut-être, ça serait de dire que le nouveau texte sur le guide d'accompagnement des carrières des agents, je me dis que c'est un petit peu dommage que les juristes qui ont travaillé sur le texte n'aient pas pensé que dans le bureau, peut-être à côté, il y en a qui avaient travaillé sur les lignes directrices de gestion, parce qu'on ne voit pas l'intégration, alors qu'on est complètement, pour moi, dans un volet des lignes directrices de gestion. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu... parce que nous, même en interne, on les a rédigés, le contrat d'accompagnement pour nos agents, là, qu'on nous a demandé, on l'a fait, nous, pour nos agents internes. Et même ma DRH, je lui dis, t'as pas fait le lien avec les lignes directrices de gestion? Elle me fait, j'y ai pas pensé. Ah, dommage. Bon. Donc c'est vrai que c'est juste une remarque, j'en profite, comme on a, voilà. Si on pouvait juste avoir une petite circulaire pour dire, en fait, en vrai, c'est un peu comme vos lignes directrices de gestion, vous voyez. Voilà. On aura peut-être un petit bout de réponse. Donc c'était juste une remarque, j'ai pas de question. Moi, j'ai envie de poser une question en rebond de ce qui vient d'être dit à l'élu et aux collègues DG. Dans les 2 cas, on a dit le management doit évoluer ou évolue. Comment un politique aborde cette question, le management du politique par rapport aux équipes, et comment le collègue DG, lui, dit est-ce qu'on a dépassé les modes, les théories, etc. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a fait quelque chose d'autre? Comment on aborde ce mot management, vu du côté d'un politique, vu du côté d'un DG d'Aglo aujourd'hui? C'était pas prévu, la question. Non, mais c'est très bien. Avant d'être maire de Châteauroux, j'étais maire d'un petit village de 250 habitants. Et du coup, j'ai un peu la vision des deux. Et le management dans le village de 250 habitants, il n'a rien à voir avec le management de l'agglomération de Châteauroux, de la ville de Châteauroux. Moi, j'avais 3 agents, 2 cantonniers et puis une secrétaire de mairie.
honnêtement, j'aurais reçu, à l'époque c'était évidemment pas obligatoire, la circulaire qui nous informait qu'il fallait rédiger les lignes directrices de gestion. Je me serais demandé quelle était l'utilité pour 3 agents et quel était l'intérêt de formaliser la promotion d'un agent qui de toute façon ne pourra pas va suivre son échelle, mais en gros c'est tout. Voilà, donc là c'est un management direct, c'est-à-dire que les agents, vous les voyez directement, leur interlocuteur c'est vous les voyez tous les jours, vous leur donnez le travail à faire. Quand vous êtes dans une collectivité plus importante telle qu'une ville-préfecture ou une agglomération, là vous avez des services et vous managez plus directement vos cadres de direction, enfin votre comité de direction, et c'est à eux après d'impulser. Et c'est là aussi où il y a aujourd'hui une marge de progression. C'est quand on parlait de diffuser tout à l'heure les lignes directrices de gestion aux agents par voie numérique ou autre. La voie numérique, c'est par le mail. Mais tous nos agents n'ont pas des mails, en fait. Tous nos agents techniques n'ont pas une boîte mail. Et donc, le porter, entre guillemets, la bonne parole, c'est-à-dire la règle du jeu, la transparence, leur donner le mode de fonctionnement de la collectivité. Si on veut vraiment faire de la pédagogie et pas leur envoyer un document qui va être peut-être incompréhensible pour eux parce que trop technique, même si pour nous, ça nous paraît clair, mais pour eux, ne sera pas compréhensible, il faut qu'il y ait un contact direct avec quelqu'un qui puisse leur expliquer. Donc pour le coup, là, on a un enjeu de formation, d'explication aussi à notre encadrement, y compris l'encadrement intermédiaire, de ce qu'il y a dans les lignes directrices de gestion, comment il faut le voir comme un outil de développement de la collectivité, de sa capacité à la collectivité à faire face aux enjeux de vieillissement avec les départs en retraite massifs, mais également de difficultés d'attractivité et le fait qu'on est obligé d'intégrer une jeune génération qui n'a pas forcément les mêmes attentes et les mêmes préoccupations et le même lien au contrat de travail, enfin la durée, au statut pour nous généralement, mais dans le privé c'est cette désaffection du CDI plutôt pour des missions courtes aujourd'hui. Donc on a besoin de recréer quelque chose en termes de management auprès de notre encadrement intermédiaire qu'on ne faisait pas historiquement. Voilà, qu'il y a vraiment une révolution. Tout à l'heure, on vous disait que ça transformait vraiment la fonction publique. C'est exactement ça. Et je pense qu'on est même qu'au début de cette transformation. Laurent. Oui. Alors, très brièvement, moi, je suis très à l'écoute de ce que vous dites parce que je me demande comment vous gérez la partie schizophrène de votre mission. Parce que vous êtes maire et président d'Interco. Et maire, vous êtes un peu le boss chez vous quand même. Hein. Premier magistrat, vous avez des adjoints. Mais président d'Interco, vous avez les autres maires qui sont délégués ou vice-présidents, et donc c'est pas pareil du tout. Et en plus, en tant que président, vous devez gérer un collectif, donc le comité directeur, donc les membres de l'encadrement avec une administration, Interco, dont les missions, les modes de gestion, le projet de territoire n'est pas identique à celui de la commune-centre ou des communes qui participent à l'Interco. Donc dans l'approche managériale, on a aujourd'hui vraiment, on en parle souvent entre nous, une agilité nécessaire, obligatoire, pour nous adopter dans des règles de gestion, mais qui, avec bienveillance, en prenant en compte les RPS, les risques psychosociaux, dont on rigolait il y a quelques années, et on a vu les impacts dans tous les services, d'absentéisme, de difficultés, de burn-out. Ce n'est pas des mots qu'il faut dire, si, disons-le. Et nous, notre directrice des ressources humaines, on a pris une psychologue du travail qui venait du privé, qui a bien épousé vraiment la fonction publique et qui nous a amené un training de management que l'on fait partager à tout le monde. Alors par contre, évidemment, c'est un engagement total. Parce que c'est transparence, comme les lignes de gestion, c'est respect des agents, mais c'est aussi courage managérial. Ça, c'est très facile à dire, c'est pas facile à faire. Et dans l'évaluation, dans la prise à compte des acquis de l'expérience, de la performance des agents, de l'évolution des carrières, de l'agilité qu'il nous faut, parce que vous devez gérer, évidemment, les déficits publics, les difficultés, assurer la continuité de service. Vous nous donnez vos grandes orientations, on les traduit, nous, dans un projet de gestion pour satisfaire et remplir votre projet de territoire. Tous les jours, on est obligé d'être agile. Et les managers, les encadrants, sont vraiment, je dirais, dans la soute, en train de sauter. Je crois que les directeurs, chefs de service, forts de leur statut, maintenant c'est terminé. On est tous souvent en réunion, on n'est d'ailleurs pas souvent d'accord, mais finalement on s'accorde à mettre sur la table nos difficultés du quotidien en essayant d'approcher et d'accrocher les élus. Alors il faut que le binôme avec le président ou avec l'élu fonctionne évidemment, et qu'aussi le collectif des élus
animé par le président en interco, fonctionne pour que ça soit avec les vice-présidents, qui sont des vice-présidents et pas des directeurs supra d'une politique publique dans des services. Non, mais moi, j'y veille tous les jours. Une gageure. Bien. Que le président soit avec les directions, la direction générale, mais aussi l'encadrement, sur les lignes de gestion, sur cette conduite du quotidien. Je pense qu'on y parvient. Pas facile, absolument nécessaire, mais de toute façon obligatoire. Une autre question avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, mais on peut rebondir de toute façon. Oui. Donc, je suis la DRH, alors pas psychologue du travail, mais j'ai un diplôme en psychologie positive et en sociodynamique des organisations. Et du coup, pour donner un aspect concret à ce que vient de dire mon DGS, et par rapport au sujet des lignes de gestion, le retour d'expérience que je peux faire, en fait, c'est qu'en fait, pour aller dans les marges de progrès, ces lignes de gestion pour aider au partage de la fonction RH, parce que quelque part, le courage managérial, il sert si on tient tous le même discours. Nous, en ce qui nous concerne, dans les critères qu'on a mis en œuvre et que peut-être ça aiderait les communes, je précise juste qu'on est une interco désaffiliée, mais qu'on gère un service commun d'une commune affiliée. Donc j'ai un peu les deux regards. Dans les critères, en fait, on a essayé vraiment de faire coller les lignes de gestion concernant l'avancement de grade et les promotions internes à la GPEC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les postes dont l'organisation a besoin aujourd'hui et demain, en termes de grade, en termes de catégorie. Derrière, je ne suis pas sûre que dans, en tout cas, les lignes de gestion de promotion interne que j'ai vues au côté CDG proposées à la commune qui est affiliée, on n'a pas totalement fait encore ce lien. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 10 points, je crois, sur exerce déjà les fonctions du grade supérieur, sur l'ensemble des points. Pour nous, c'est vraiment peut-être le critère principal. On ne va pas aller nommer un catégorie B attaché si on n'a pas besoin de ce niveau-là pour faire le même métier. Et c'est là où on parle de courage managérial, c'est que quand vous avez un avis favorable du manager qui dit oui pour pouvoir faire le même métier, alors que nous, derrière, on dit s'il est attaché, il va falloir qu'il fasse une mobilité. Il y a un sentiment quelque part total d'incompréhension si l'agent reçoit un oui du côté de sa hiérarchie directe et plutôt un avis défavorable. Donc ça pourrait nous aider que les lignes de gestion fassent vraiment un lien avec les lignes de gestion sur l'avancement de carrière et le parcours pro, avec la GPEC déjà à ce niveau-là, en donnant une sorte de primauté en termes de valeur de points, par exemple, sur ce sujet-là, plutôt qu'un peu comme tous les autres. Si je peux me permettre, puisque mon DGS m'a dit parole libre, j'y vais. Attention, il y a du monde. Faut pas croire tout ça. Du coup, en tout cas, nous, la différence, puisqu'on a vu les deux côtés, on a établi les nôtres et on a appliqué celle pour la commune. Pour celle de l'agglo, en fait, on a pris un parti de principe différent et notamment, c'est aussi en lien avec cette histoire de management. On a pris le parti pris d'avoir des critères où le manager doit répondre par oui ou par non en donnant un exemple factuel. On n'a pas pris le parti de la notation parce qu'on s'est dit qu'entre deux managers différents, il y en a un qui allait attendre, entre guillemets, pour mettre 10 points, un certain type d'exigence et pas l'autre. Donc, de manière à neutraliser un petit peu ce risque de... est-ce que je suis plutôt un manager exigeant et qui note de manière rigoureuse ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va donner généreusement les points? On a préféré aller sur du oui ou du non avec un exemple précis à des questions très factuelles qu'on pose et avec un nombre de critères restreint. On a 7 critères qui se découpent du coup en 10 questions auxquelles ils répondent par oui ou par non. Voilà ce que je pouvais dire sur le management. Je me permets quand même de répondre sur le management des élus, parce qu'une fois qu'on a passé la barrière de est-ce qu'on est d'accord et qu'on met bien un avis identique entre le manager, entre le manager et du coup la préconisation finale, si déjà là on arrive à avoir un avis commun, c'est essentiel pour l'agent, mais si derrière l'élu qui prend la décision finale, et ça, c'est aussi très difficile parce que les lignes de gestion, on nous dit bien que c'est pour doter les managers des leviers de ressources, mais au final, le décideur final, c'est l'élu. Et en l'occurrence, les élus, le management, ils considèrent que ce n'est pas vraiment
en tout cas dans leurs priorités, et on continue d'être aujourd'hui. Ça dépend bien entendu selon les personnes, encore une fois, mais on peut encore avoir du coup des décisions au final qui viennent rompre avec toute cette logique de ligne de gestion, qui du coup les mettent par terre, parce qu'on va avoir un choix comment faut dire, un choix du prince. Voilà, j'osais pas le dire, mais voilà. Mais sauf que les lignes directrices... Normalement, normalement, ça ne peut pas arriver parce que les lignes directrices de gestion, l'élu, l'autorité territoriale, c'est pour ça que ce n'est pas une délibération d'ailleurs, c'est un arrêté. Donc si à un moment donné, il se dédie lui-même, c'est-à-dire ça veut dire qu'en fait, ou alors il faut qu'il mette une case ou en fonction de ce que j'aurai envie ce jour-là, quoi. Voilà. Mais ça ne fait pas partie des critères. On va peut-être laisser un petit droit de réponse quand même. 2 minutes. Non, mais c'est vrai que les lignes directrices de gestion, elles ont été faites justement pour éviter ça, et pour encadrer et fixer les règles et qu'elles soient suffisamment connues pour qu'elles s'appliquent de fait. Mais bien évidemment, que ça arrivera qu'un élu ne suive pas la proposition, mais c'est parce que le directeur général n'a pas été assez convaincant auprès du maire ou du président. Et ça peut être que ça. Hein. Forcément. Ces amabilités étant passées, on peut peut-être rebondir. Alors, je vais suivre l'ordre du document officiel. Donc, Claude, ça ne va pas être à toi, ça va être à Laurent Sauzer, directeur adjoint donc, à Lyon, des RH, qui va nous dire un petit peu comment, dans une très grande collectivité, on a pu appréhender cette construction des lignes directrices de gestion, des obstacles, des réussites, et là aussi des marges de progression. Laurence, à toi. Oui. Bonjour à tous. Donc, je vais aller assez rapidement sur la présentation pour essayer d'être assez succinct et pour laisser la place aux échanges sur l'expérience lyonnaise, en sachant que c'est une très grosse collectivité et savoir un peu comment on a abordé les choses. Je voudrais juste rebondir, comme ça me permettra de rebondir par rapport aux difficultés rencontrées. Une des difficultés que j'ai notées dans l'appropriation des lignes directrices de gestion, c'est précisément la place du management de proximité ou du management intermédiaire, qui est une énorme difficulté dans une grosse structure, mais que vous devez rencontrer également chez vous. Donc ensuite, j'ai entendu ce que vous avez dit sur comment on articule la subjectivité d'une certaine manière de l'évaluation. C'est aussi une des grosses difficultés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, faut accepter cette subjectivité et on ne peut pas, nous, en tout cas c'est le parti pris qu'on a pris, on ne peut pas considérer qu'on a des critères complètement objectifs, parfaits pour tous les postes de travail, ou alors il faut travailler un outil de GPEC qui soit en lien avec l'évaluation et qui permette de détailler ces critères-là. Mais en tout cas, la grosse difficulté sur laquelle on bute, et pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vraiment cette appropriation par le management intermédiaire de manière à le faire vivre. Et de faire vivre ces lignes directrices de gestion. Et c'est une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui sur la mise en place ou l'appropriation des lignes directrices de gestion. Alors très rapidement, mais alors il n'y a plus le PPT. Si, il n'y a pas le PPT. Parce que sans PPT, vous savez, on n'est plus rien aujourd'hui. Oui. Juste en attendant, au-delà du constat de cette difficulté d'appropriation par le management intermédiaire des LDG, il y a des raisons, il y a des mobilisations positives. C'est quoi la raison fondamentale ? C'est comment vous arrivez... Enfin, les managers de proximité pour moi, sont les postes sur lesquels on a demandé ces dernières années les plus gros bouleversements en termes de posture et en termes de ce qui était attendu d'eux. Là, il y a encore, je ne sais pas, 15 ans, 10 ans, c'était des agents qui, la plupart du temps, étaient issus un peu du cru ou des métiers et qui avaient monté. C'était une sorte d'évolution professionnelle positive, un peu naturelle, qui encadrait, et ça ne choquait personne que ces agents-là encadrent leurs équipes, enfin les équipes dans lesquelles ils étaient auparavant. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. On leur demande un travail qui n'est plus un travail d'encadrement, comme on le dit, mais vraiment d'accompagnement des équipes, d'évolution des équipes. Et ce qu'on leur demande, c'est de faire vivre les lignes directrices de gestion. Mais pour eux, pour des agents de maîtrise, voire des techniciens, c'est un exercice qui est extrêmement difficile
parce que ça veut dire qu'ils font sans arrêt le grand écart entre les exigences opérationnelles, l'exigence de faire vivre une équipe, et puis on leur demande de s'approprier ce que sont les lignes directrices de gestion de la collectivité pour les faire vivre, les expliquer aux agents, expliquer à l'agent, parce que l'agent, quand il n'est pas nommé ou quand il n'est pas promu, il va se retourner vers qui? Il se retourne vers son manager de proximité. Et s'il n'est pas en capacité, le manager, d'expliquer, mais oui, mais en fait, on a dû faire des choix priorisés, s'il n'assume pas ce rôle-là, eh ben, vous avez une problématique qui est... l'agent ne comprendra jamais, en fait, la raison pour laquelle, en réalité, il n'y a pas eu de... il n'a pas été promu. Et ça vous crée un sentiment d'injustice ou d'iniquité au sein de toute la structure. Donc cet échelon-là était vraiment prioritaire. Alors je vous dirai peut-être la manière dont on aborde les choses, mais si on a le temps, on sait qu'on a, nous, une problématique vraiment particulière de formation de ces managers et que c'est cet échelon-là qu'on veut absolument toucher. C'est pas le management stratégique, ça c'est fait, mais c'est vraiment les managers de proximité ou les managers intermédiaires. Alors je vais aller vraiment très rapidement sur la présentation. Parce que vraiment, je souhaite que plutôt on se consacre aux échanges. Nous, la métropole de Lyon, donc là j'ai fait un rappel rapidement des éléments qui sont posés par les lignes directrices de gestion. Je le fais ce rappel-là, pourquoi? Parce que c'était important pour nous on a vraiment utilisé l'outil des lignes directrices de gestion pour avoir un dialogue social plus stratégique. Et en tout cas entamer un dialogue social plus stratégique et qui soit moins individuel. Donc on a pris tout dans les lignes directrices de gestion. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit, du coup, c'est qu'on allait utiliser, qu'on allait utiliser les lignes directrices de gestion pour changer l'approche de dialogue social. Et changer notre approche de dialogue social et rentrer moins par une approche individuelle, mais beaucoup plus par une approche collective. Ce que vous indiquiez tout à l'heure sur l'élu peut se dédire, et en effet, ça fait partie des points de difficulté qu'on identifie nous. Alors, c'est pas tant l'élu peut se dédire, mais les lignes directrices de gestion, elles sont faites en effet pour fixer en fait la ligne de la collectivité. Donc, ça laisse moins de marge en principe à l'élu pour fixer ce qu'on a appelé le fait du prince. Enfin, en réalité, puisque ces lignes directrices de gestion, elles ont une valeur juridique. Et nous, on est confronté à quoi? Je vais le dire un tout petit peu plus tard. On est confronté évidemment à cette judiciarisation, parce que du coup, si vous êtes en cas de désaccord et si vous n'avez pas réglé le désaccord avec les organisations représentatives, leur seul moyen de le régler, c'est d'aller devant le tribunal administratif et de faire valoir en disant voilà, les lignes directrices de gestion, c'est ça. Ils sont tenus d'appliquer cet élément-là. Donc, comment on a abordé les choses? Donc, on a été, comme vous tous, tenus par les délais de décembre 2020. Donc, on a tenu à ce qu'on applique, on scinde en fait les dispositions en se disant on commence par l'avancement de grade et la promotion interne, puis ensuite on ajuste et notre objectif c'est d'avoir un document de ligne directrice de gestion qui recense toutes les dispositions. Mais ça, plutôt sur des perspectives 2023-2024. On a travaillé donc d'abord sur promotion interne, avancement de grade, puis ensuite, on a commencé sur un agenda social sur la rémunération. Puis ensuite, là, on est en train de travailler sur la politique de recrutement. Et ça va être un accélérateur, vraiment la GPEC, etc. Donc c'est ce que j'ai appelé un peu une logique en pointillisme, quoi. C'est-à-dire que ça va finir par faire un tableau, mais avant que ça fasse un tableau, on aborde les choses un peu par domaine. Sur les... non, là je suis revenu. Je suis pas très doué avec ça. Si, ça y est. Voilà. Sur la promotion interne et l'avancement de grade, du coup, qui a été notre premier axe, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a vraiment axé sur... Enfin, on a vraiment suivi les objectifs du texte, puisqu'il nous semblait qu'il nous manquait, au sein de la métropole de Lyon, une approche qui était une approche plus de valorisation professionnelle, d'égalité femmes-hommes, qui était importante aussi à nos yeux dans ce cadre-là, et de bien respecter ces éléments-là. Du coup, on en a profité pour changer le dispositif. Alors là, je vous ai mis vraiment le détail de toutes les réunions
alors dans une collectivité comme la nôtre, 10 000 agents, évidemment, voilà, je vous ai mis les principales réunions. Je vous ai indiqué juste ici tous les échelons qui ont été mobilisés. C'est-à-dire, on a mobilisé les managers, on a fait des groupes de travail avec les agents, avec les organisations représentatives, de manière à ce que ce soit une sorte de projet co-construit, enfin, en tout cas dans le laps de temps qu'on avait, et en effet avec la période Covid qui ne nous a pas complètement aidés, malgré tout qu'on ait un retour et qu'on soit dans une co-construction. Je reviendrai là-dessus juste sur les bilans, parce qu'en effet ça fait partie de la politique qu'on suit, c'est-à-dire que nous on revient tous les ans en fait devant le CT pour modifier, ajuster, corriger le dispositif et voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Alors c'est un exercice qui est fastidieux, parce que faire un bilan, mais c'est un peu l'esprit du texte en disant on le présente en comité social, voilà. C'est un exercice qui nous permet quand même de progresser malgré tout et de ne pas rompre le dialogue avec les représentants du personnel qui étaient évidemment un peu vent debout avec la disparition des compétences des CAP. Alors très rapidement, ce à quoi nous sommes arrivés, enfin le point d'équilibre sur lequel nous sommes arrivés, là je vous ai mis le détail, je ne vais pas le détailler là, rassurez-vous, juste pour dire, on a fait un système de points parce qu'on est une énorme collectivité, donc comment dire, pour avoir l'articulation des différents niveaux d'intervention, il nous faut en fait, on n'a pas trouvé d'autre système qu'un système de points. En tout cas, la collectivité n'était pas mûre pour accepter une sorte de priorisation affichée. L'important dans cet élément-là, c'est qu'on a positionné, enfin ce qu'on a dit, c'est deux éléments de principe qui ont été posés. Le premier, c'est il y a une priorisation à la valeur professionnelle. Ça veut dire que l'expérience ne compte que pour 40% dans la prise en compte. Donc, vous avez suivi des formations, vous avez passé un examen professionnel, c'est pris en compte. Votre expérience professionnelle est prise en compte, mais à hauteur de 40%. Le reste, les 60%, sont liés à la valeur professionnelle. Le deuxième élément principal sur lequel j'insiste, c'est que nous, la professionnelle, ce qu'on a porté, c'est qu'elle implique toute la ligne managériale, c'est-à-dire pas seulement le N+1. Donc ça veut dire qu'ensuite, on va sur toute la chaîne hiérarchique, CODIR, CODEL, alors bon, ça s'appelle comme ça, voilà, mais ça veut dire N+2, N+3, N+4, qui voilà, valide en fait et priorise, et on arrive comme ça à une segmentation. Voilà, alors après j'ai mis le détail des points, je pense qu'on n'aura pas le temps de le détailler, mais avec des consignes qui sont données, ça peut faire par exemple partie des éléments qu'on a corrigés dans la deuxième année, en indiquant plus précisément aux managers de proximité comment ils devaient évaluer et les critères qu'ils devaient évaluer, en disant bien que quand on évaluait, on ne pouvait pas, enfin c'était pas l'école des fans, quoi, pour le dire un peu crûment et rapidement. Sur la promotion interne, on avait un système de promotion interne qui était un peu particulier, puisqu'on avait un système de promotion interne que je trouvais personnellement intéressant à RH, mais qui était difficile à vivre sur la promotion interne, c'est-à-dire qui était adossé à une logique de recrutement. Vous étiez éligible à la promotion interne, vous candidatiez, vous étiez retenu, on vous nommait à la promotion interne. Sauf que ça fonctionne si vous n'avez pas de politique de quota, en fait. Parce que dès que vous avez une politique de quota, ça signifie que le premier arrivé, premier servi, parce que c'est ce qui nous est arrivé. Voilà, ça veut dire qu'au mois d'avril, vous n'avez plus de possibilité de promotion interne, quoi. Donc, on a changé le dispositif et on est passé sur un dispositif plutôt de détection des potentiels avec, en fait, un système qui pourrait s'apparenter. Donc là, j'ai mis un peu les différentes étapes avec la constitution d'un dossier de la part des agents et un jury qui se réunit et qui examine et qui, un peu à la manière d'un examen professionnel en fin de compte, mais qui identifie les potentiels des agents et qui les inscrit sur liste d'aptitude. Et à partir du moment où ils sont inscrits sur liste d'aptitude, seuls ces agents-là ont le droit de candidater sur des postes ouverts. Donc ça veut dire que ça ne vaut pas de nomination, il faut encore qu'ils candidatent. Là aussi, le bilan de l'expérimental, donc on a fait ça, on a acté ça sur une première année. Le bilan qu'on peut faire de ça, c'est qu'on a une vraie différence entre
puisqu'on a traité toute la promotion interne de manière identique, et précisément on a une problématique sur les agents de maîtrise, c'est-à-dire la promotion interne de catégorie C, où les agents ne sont pas très mobiles, veulent plutôt rester dans leur secteur, et on se dit qu'il va peut-être falloir qu'on corrige ce dispositif-là, parce qu'on n'arrive pas à valoriser, en tout cas on n'arrive pas à épuiser la liste d'aptitudes d'agents de maîtrise. Voilà, donc pour synthétiser, parce que je pense que j'ai tenu à peu près dans les 10 minutes, et que je pense que vraiment l'important c'est qu'on puisse peut-être échanger sur ces éléments-là. Pour synthétiser, j'ai essayé de synthétiser un peu les éléments qu'on a rencontrés. Donc, j'ai mis un calendrier contraint qui a été à la fois une chance et un risque pour nous. Donc une chance parce que sans ce calendrier contraint, en fait, je pense qu'on n'aurait pas été, on n'aurait pas sorti des lignes directrices de gestion, une affirmation en tout cas politique aussi forte que celle qu'on a posée avec ces lignes directrices de gestion. Ça nous a obligés d'une certaine manière à sortir du bois sur ces orientations-là et d'agir, j'ai entendu le mot de transparence tout à l'heure, d'agir vraiment en transparence sur ces éléments-là. Et mine de rien, ça change la donne avec les organisations représentatives. Autant les organisations représentatives étaient vent debout sur le texte, puisque disparition des compétences. Enfin, et ce qu'on peut comprendre, hein, ils ont été. Vous avez des agents qui ont été élus sur des listes concrètement qui servent plus à grand chose en termes de recours individuel en CAP. Enfin, on peut se le dire ici. Mais qui va introduire un nouvel équilibre dans le cadre des élections professionnelles à venir. Et c'est là-dessus qu'on s'inscrit. Et ça, déjà, ça change un peu la donne ou le regard qu'on peut porter. Et ça nous permet d'avoir un dialogue social qui est un dialogue social qui est parfois beaucoup plus stratégique. En tout cas, on rentre moins dans les situations individuelles ou par le prisme de situations et qu'on est vraiment sur plutôt la politique RH qui est suivie et quelles sont les problématiques RH qu'on rencontre. Le risque, c'est par contre pour nous, comme ça a été posé très rapidement, c'est qu'on va revenir sur les dispositifs très régulièrement, sauf qu'à un moment donné, comme on a scindé les dispositifs, il va falloir qu'à un moment donné, voilà, tous les dispositifs se rencontrent, voilà, convergent, que la rivière devienne un fleuve, mais c'est à quel moment et que voilà, on se trompe pas et qu'on déborde pas dans le. C'est un peu le risque du dispositif qu'on a suivi. Pour l'instant, c'est sous contrôle, mais je ne sais pas jusqu'à quand, parce que on a des tensions sur le recrutement, sur les rémunérations aujourd'hui, ce qui fait que le calendrier qu'on avait initialement prévu est évidemment fortement bousculé aujourd'hui. Donc les priorités d'hier, et quand je dis hier, c'est il y a quelques heures, quoi, ne sont déjà plus les priorités. Donc on a un ajustement un peu perpétuel de notre calendrier. Bon, les tensions, je les ai dit, les acteurs de dialogue social qui n'ont plus le même rôle. Et un dialogue social stratégique qui s'affirme. L'élément sur lequel je veux revenir vraiment, c'est que pour nous, c'est vraiment un accélérateur, et ça fera peut-être le lien avec les autres interventions, c'est vraiment un accélérateur de GPEC. C'est-à-dire que c'est vraiment... on se retrouve assez rapidement avec ces lignes directrices de gestion coincées sur si on n'a pas d'outils de GPEC. C'est-à-dire que très rapidement, vous voulez travailler la politique de recrutement, la politique de rémunération. Si vous n'avez pas cette base-là, vous êtes en incapacité, vous êtes pour proposer des solutions adéquates. Et donc, nous, on est... fusion oblige, hein, puisque voilà, la métropole de Lyon est une jeune collectivité, mais issue de collectivités très anciennes. Depuis 2015, on a plutôt concentré notre activité sur la régulation de cette fusion. Donc on a pris un peu de retard sur la GPEC, et les lignes directrices de gestion sont un véritable accélérateur de GPEC, et là on est en train de rechercher véritablement des solutions pour accélérer et avoir des outils de GPEC. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Sûrement que si, mais... Sûrement que si. Voilà. Sûrement que j'ai oublié des choses. Merci Laurent. L'idée c'était plutôt d'ouvrir sur un débat. Est-ce que sur cette expérience lyonnaise,
concrète, large, dense. Vous avez des questions, des observations sur l'instant. Oui. Bonjour à tous, Françoise Peterbot, directrice générale du CDG de La Réunion. Sur notre territoire, c'est un petit peu particulier parce qu'on a la chance de couvrir 22 des 24 communes qui composent notre département. Et du coup, on a aussi la chance de pouvoir avoir un regard assez fin sur les stratégies RH que nos collectivités ont déployées dans leur LDG. Alors, je suis assez d'accord avec monsieur le DGS de Lyon pour dire qu'effectivement, se doter en outils de GPEC est aujourd'hui devenu indispensable. Et c'est vrai que nous, on s'est posé la question en tant que CDG de savoir qu'est-ce qu'on allait en faire finalement de ces outils et qu'est-ce qu'un CDG qui embrasse 80% des collectivités de son territoire, peut bien faire de ce type d'outils. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le GIP et le CIG Versailles sur cet outil pour qu'on puisse avoir un regard aussi, une vision départementale finalement de la gestion des ressources humaines de notre territoire, qui plus est insulaire. Merci. Puisque le CIG Versailles, Grande Couronne, vient d'être cité, je vous propose d'écouter les interventions à la fois de Claude Sorévirol, la DGA, et de Nathalie Parlant, ensuite la DG du 17, sur le rôle d'appui descente, le module GPEC et l'expérience Aquitaine. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à tous les deux de m'avoir permis la transition. On va aller direct, droit au but, aller dans la soute et regarder l'outillage dont on peut faire bénéficier les collectivités locales. Alors sur le premier outillage, on va parler du module GPEC que la plupart d'entre vous, je crois, au niveau des centres de gestion connaissent parce qu'on vous a pas mal inondé de littérature, de groupes de travail et d'informations et de réunions sur le sujet. Alors, ce module, en fait, il est adossé à une pépite, hein, on peut dire ça, qui est la base de données sociales des centres de gestion. Base de données sociales qui est bien entendu alimentée par le recueil des données sociales des collectivités dans le cadre de l'élaboration ex-bilan social, futur rapport social unique. Et je dois dire que c'est dommage que notre monsieur le sous-directeur soit parti parce que je voulais louer la collaboration qu'on a avec la DGCL, d'autant plus que cette application données sociales maintenant devient un passage obligé pour l'ensemble des éditeurs de logiciels qui aident les collectivités à élaborer leur bilan social futur RSU, à passer par cette application pour pouvoir transmettre les données à la DGCL. Et on nous a même mis sur la piste de l'ensemble des spécifications techniques qu'on a rédigées pour le compte de la DGCL pour faire les fameux petits points de passage techniques et fichiers d'échange pour intégrer ces données dans notre application. Autrement dit, je crois qu'on peut se féliciter de tout ce travail qui date de plusieurs années de collaboration active, encore une fois, avec la DGCL. Donc, on dispose d'une base de données sociales qui est, j'ai envie de dire, unique au monde en territorial, qui comporte, avec des systèmes de contrôle de cohérence à peu près, les données sur 1,6 million, sur le 1,8 million 9 que nous comptons de territoriaux, avec une représentation globalement petit à petit de l'ensemble des collectivités, un peu de toute strate, et avec des données fiables qui nous constituent donc une base de travail sur lequel s'est adossé ce fameux module GPEC fait d'un certain nombre de scripts techniques d'extraction et qui permet en fait
de répondre pour partie à 3 questions. La première, c'est comment anticiper les départs en retraite. La deuxième question, c'est comment prévenir les processus d'usure professionnelle dans les collectivités. Et la troisième question, comment accompagner les processus de mobilité dans les trajectoires professionnelles des agents. Et vous aurez compris que là, on traite déjà une grande partie des lignes directrices de gestion. Et comment cela? En donnant des datas dans les mains des managers, des responsables des collectivités, des élus, pour assurer ce fameux pilotage de gestion RH qui, pendant des années, est resté quand même une grande nébuleuse et plutôt incantatoire qu'une vraie réalité au quotidien dans la gestion courante des collectivités. Donc, ce module GPEC, je vais prendre, alors je ne vois pas, mais c'est sur votre partie droite, ce qui relève des aptitudes et des compétences. Nous avons intégré, et je dois vraiment préciser qu'il s'agit d'un travail collaboratif élaboré avec les observatoires régionaux des centres de gestion. Et je citerai notamment, bien sûr, l'Observatoire régional Nouvelle-Aquitaine, mais je voudrais nommément nommer Aurélien Martin du centre de gestion de la Charente-Maritime, Cyrielle Poulot des Pyrénées-Atlantiques, Sandra Duboeuf du centre de gestion du Rhône, Lourdes Barroso de l'Isère et Alexandre Catrice, centre de gestion du Nord, une équipe qui, avec Benjamin Raymond et son orchestre au niveau du centre de gestion 78 de la Grande Couronne, ont travaillé, j'ai envie de dire, nuit et jour, et avec un sens, une implication pour pouvoir construire ce fameux module, dont donc les spécifications d'aptitudes, compétences, restrictions médicales qu'on a fait aussi avec l'extrême collaboration du centre de gestion de Seine-Maritime, où vous savez, on rentre en fait tous les visites médicales et surtout, alors évidemment tout ça anonymisé, RGPD et bien entendu aux normes, mais qui permettent en fait d'identifier les réserves à l'aptitude des agents de manière globale avec l'introduction de ces aspects médicaux et puis bien sûr les analyses qui vont s'en suivre. Alors, je voudrais, sans être trop longue, rentrer dans les éléments techniques qui ont fondé ce module et sur lesquels notre groupe d'experts a travaillé. C'est les référentiels. Alors, on est parti du répertoire des métiers du CNFPT, je ne vous les rappelle pas, avec les référentiels des compétences transverses, des savoirs transférables, et vous comprendrez que déjà on aborde la question des futures mobilités potentielles, le référentiel des restrictions médicales et puis la liste des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors déjà, c'est une structure qui est très évolutive, d'autant plus qu'on va intégrer, va être mise à l'agenda, l'intégration dans ces référentiels des indicateurs de criticité des métiers qui ont été mis au point par l'Observatoire Occitanie. Je vois Colette ici qui a beaucoup contribué avec ses équipes à l'élaboration de ces critères de criticité, en partant du principe que quels sont les besoins en recrutement dans le bassin d'emploi, quel est l'impact sur l'activité des services si le métier n'est pas exercé, quel est le temps d'acquisition des compétences, quelles sont les normes d'encadrement, y a-t-il une concurrence privée-publique sur le territoire, y a-t-il un manque d'attractivité, comment le mesure-t-on? Et donc on intégrera dans ces différents référentiels également ce critère de criticité. Et ensuite on arrive où? Eh bien on arrive, là je ne sais plus où on est, on arrive... Fonctionnement. Alors attends. On arrive. Voilà, on arrive au fonctionnement. Voilà. On va y arriver. Avec un santé au travail, un peu de correctif au niveau des cervicales. On peut déterminer à partir de là les possibilités de mobilité, des aires de mobilité des agents, puisque pour chaque agent, on saura s'il y a des savoirs qui sont transposables par rapport à d'autres métiers, s'il y a des compétences transverses qui peuvent être utilisées pour d'autres métiers. Et tout ça va nous permettre d'arriver
à des logiques possibles par agent de mobilité à terme sur l'ensemble de la collectivité. Alors ça nous amène à des sorties qui peuvent être à la fois par collectivité. Pour chaque collectivité, on saura dire quelle est la part des agents qui occupent un métier à risque, quelle est la part des agents qui atteignent l'âge à risque et l'âge moyen, et qui permet donc de manière globale d'avoir une vision très qualitative en quelque sorte de son corps social. On peut avoir ensuite, pour la collectivité elle-même, pour la collectivité elle-même, ce qui est assez intéressant, et qui est un déclencheur de responsabilité, au fond, en se disant, voilà l'âge moyen sur tel ou tel type de métier, voilà, grosso modo, quelle est la part de risque d'usure ou d'inaptitude à moyen terme avec un délai. Donc à 8 ans, grosso modo, votre agent d'entretien, il aura entre 15 à 30% de chances d'avoir une réserve à l'inaptitude. Et ça, selon des données consolidées à l'échelle de la collectivité. Alors, évidemment, c'est pas... Chaque agent peut avoir une longévité bien supérieure dans le métier, mais c'est extrêmement important d'avoir cette vision d'ensemble et cette logique de cartographie des risques, en quelque sorte, qui puisse être appliquée à la politique RH. Et puis, bien sûr, on peut avoir une analyse agent par agent, puisque si, en tant qu'agent d'entretien, il est en capacité de faire 4 ans de plus, peut-être que ces données médicales feront que, spécifiquement, il ne pourra pas faire les 4 années en plus. Autrement dit, c'est un outil d'aide à la décision, un outil de pilotage qui permet aussi ensuite d'avoir une vision globale pour la collectivité, de savoir pour tel métier, est-ce qu'il y a des agents qui sont susceptibles dans la collectivité de procéder à un transfert de compétences en quelque sorte par des plans de formation adaptés et d'utiliser ces compétences pour assurer un nouveau métier, de le reconvertir en quelque sorte dans la structure. Voilà. Alors tout ça est très très vite dit. Ça permet néanmoins ce module GPEC d'avoir une analyse à la fois synthétique sur la collectivité, voire poussée agent par agent, et certains grands comptes nous ont sollicité pour qu'on intègre les référentiels spécifiques à la structure. Je passe au deuxième outil qu'on m'a demandé de présenter, ça va être très très rapide. Alors là, c'est un jeu de cartes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire ici? Je sais bien que c'est la pause post-prandiale, après-midi. Non, c'est un plateau sur lequel il y a 3 items sur les problématiques de qualité de vie au travail, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de valorisation des parcours, assortis pour chaque item de cartes thématiques, 15 cartes thématiques sur la rémunération, l'avancement de grade, l'entretien professionnel, et j'en passe. Et j'en passe, donc égalité professionnelle, prévention des risques psychosociaux. Et puis ensuite, nous avons, je passe vite le dernier, je reviendrai sur le 1, des cartes d'indicateurs en disant finalement quel est pour moi dans la collectivité l'indicateur le plus essentiel, c'est la part des agents en télétravail, c'est l'indice de gravité des accidents. Ça permet de prioriser sur 37 cartes une aide à la réflexion en disant, dans ma collectivité, comment je peux construire mes lignes directrices de gestion et qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis ensuite, un dispositif de plan d'action avec 92 cartes actions. Alors, est-ce que je mets en place des parcours d'intégration? Comment je gère mes périodes préparatoires au classement? Tout ça peut faire l'objet ensuite d'un tracé qui permette de caler les lignes directrices de gestion comme on l'a évoqué en amont. Alors, pourquoi ça? C'est un travail de réflexion en fait qu'on propose avec cet aspect un peu dynamique de la gestion de réunion, hein, tout simplement. La question qui se pose, c'est quelle posture on adopte pour pouvoir conduire ce jeu de cartes. Est-ce qu'on le fait uniquement entre l'élu et les élus et la direction? Bien sûr, on associe les organisations syndicales. Est-ce qu'on descend au niveau des cadres intermédiaires et des cadres de proximité? Après, la posture de gouvernance de ce jeu et donc finalement de la conduite de la réflexion sur les lignes directrices de gestion est à déterminer en fonction de la politique RH de la collectivité. Voilà ce que je voulais dire. Sur le module GPEC, pour conclure, je crois que c'est un outil d'aide à la décision. Ça permet de qualifier l'intérêt de la donnée, du recueil de la donnée et de
rendre factuelle finalement une analyse préparatoire à l'élaboration des lignes directrices de gestion sans rester sur des grands domaines incantatoires. Et puis les points de progrès essentiels, c'est la saisie des métiers, qui n'est pas requise au titre du recueil des données sociales et qui est un élément essentiel pour la réussite pleine et entière de cet outil de GPEC. Voilà, j'en ai terminé. Merci Claude. J'avais juste envie de te demander, avant de passer la parole à Nathalie, ton jeu de cartes, c'est plutôt poker ou c'est plutôt belote? Je veux dire par là, Il est pas je veux dire par là, est-ce qu'il y a vraiment de la transparence ou oui? Oui, alors après, on peut l'utiliser ou non. Hein. C'est vraiment, je pense, que ça oblige à se poser les questions. C'est exactement comme les démarches qualité. Quand on engage des démarches qualité, ça oblige à se poser les bonnes questions. C'est pas un incontournable, c'est un outil d'aide à la décision et à la réflexion, en l'occurrence, avant de passer à l'outil plus opérationnel, j'ai envie de dire, de réalisation du dispositif de ligne directrice de gestion. Je vais laisser le soin peut-être à Nathalie de l'évoquer. Oui, merci Claude. Alors effectivement, on a tous à cœur de valoriser le trésor. Tu parlais de pépites, moi je parle de trésor constitué par les données sociales que nous récupérons auprès de nos collectivités dans le cadre de la réalisation des RSU. Et on a la chance, en effet, aussi d'avoir des équipes qui sont toujours très motivées pour les valoriser. Des croyants de la data. Voilà, ce sont voire des militants même de la data. Et donc, en l'occurrence, quand le texte est sorti sur les lignes directrices de gestion, j'imagine que ça a été le cas également dans vos centres de gestion, il y a eu une première information que nous avons dispensée auprès de nos affiliés en particulier, qui a déclenché des réactions. Et évidemment, quand on ne connaît pas, quand on est déjà un peu la tête sous l'eau, la réaction elle est forcément négative face à la nouveauté. Ça va être compliqué, j'ai pas que ça à faire, il faut encore repartir sur des réflexions à non plus finir, etc., etc. Et c'est là où on s'est dit collectivement, on doit mettre en place un projet dont le résultat soit extrêmement opérationnel. On doit apporter à nos toutes petites collectivités, puisque c'était quand même de ce côté-là que les remontées négatives étaient identifiées, on doit leur apporter quelque chose qui soit extrêmement intuitif, extrêmement simple, et qu'à la limite, à la fin du process, ça soit la fierté de dire « oui, c'est moi qui l'ai fait ». Mais avec tout le back-office, toute la ressource qui aura été récupérée en amont, traitée, mutualisée, organisée, au sein d'un outil qui soit très accessible. Donc voilà, en gros, les objectifs du projet, c'était ça, valoriser, optimiser la réalisation de ce fameux RSU dans un calendrier restreint et essayer de connecter, encore une fois, au maximum le travail réalisé au moment de la saisie des données à la réalité concrète du travail des secrétaires de mairie ou des gestionnaires RH, mais on visait un petit peu, il faut bien le dire, quand même beaucoup les secrétaires de mairie. Cette appropriation, on l'a souhaitée pour ensuite raccrocher ce processus à d'autres outils. Et en effet, c'est ce qui nous a permis ensuite d'évoluer vers le module GPEC que Claude vient de nous présenter. Et donc, pour ce faire, eh bien, on est allé à la source. À la fois, on est allé sonder nos secrétaires de mairie. Et puis, on a sondé également nos collègues en charge du métier RH. Et puis, il y a des groupes de travail qui se sont montés. Il y a eu aussi un groupe de travail LDG au niveau de la coopération régionale Nouvelle-Aquitaine, qui a travaillé également sur le côté guide de préparation de ces LDG. Et dernier étage de la fusée, on a mis en place en Charente-Maritime des ateliers de validation. Donc on a ciblé des collectivités par strate le plus souvent. On a même sollicité nos non-affiliés. Et on leur a présenté au fur et à mesure une ou deux versions de l'outil, alors dans les grandes lignes, bien évidemment.
Mais l'idée, c'était de s'assurer qu'on travaillait bien dans la bonne direction par rapport à leurs attentes. Et le premier point positif où on a compris qu'on tenait le bon support, c'est quand on leur a présenté en fait quelque chose qu'ils s'étaient convaincus de connaître, puisqu'après tout, c'était Excel. Et alors ça, pour une secrétaire de mairie, c'est le mot magique. Vous lui dites, non mais c'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué dans tout ça, il n'y a rien de sorcier, c'est un fichier Excel. Alors là, après, ça démine vraiment un certain nombre de réticences. Et c'était l'objectif recherché, hein, bien évidemment, parce que, encore une fois, on est à l'ère digitale, on a un certain nombre d'outils de dématérialisation, de plateformes numériques qui se développent, et à chaque fois, on a nos secrétaires de mairie, nos gestionnaires qui doivent se former encore et toujours, et qui le sentent parfois comme un poids supplémentaire. Donc là, le support était, semble-t-il, bien pertinent, et la saisie a été pensée par rapport toujours au RSU. Et une fois qu'on a décidé de s'appuyer sur ce gisement-là, la deuxième étape pour nous, ça a été de travailler un outil d'aide à la décision. Encore une fois, valoriser, accompagner, mais à la fin, c'est l'autorité territoriale qui va valider un certain nombre de choses. C'est lui qui va mettre en œuvre, en tout cas, le produit du résultat du travail. Donc, à partir de là, l'articulation de l'outil, elle se faisait autour des 10 thématiques habituelles, hein, pour mettre en avant des indicateurs RSU, puisqu'en l'occurrence, l'objectif, c'était que la collectivité puisse bénéficier d'une personnalisation et que ces données soient mises en perspective avec les données de collectivités comparables, moyennées, traitées statistiquement, mais là, je n'ai pas la compétence technique pour en dire plus. L'important, en tout cas, c'était que ce soit lisible et que, à partir du moment où ils avaient ces références chiffrées et statistiques, derrière, on puisse leur proposer par défaut des actions RH qui, elles, avaient été réfléchies par le groupe de travail en amont, en s'appuyant à la fois sur l'expérience des gestionnaires du centre de gestion et puis des échanges qu'on avait pu avoir avec les collectivités au fil de la réflexion. Pour autant, encore une fois, chaque collectivité doit bénéficier d'une autonomie, d'une liberté dans ce qu'elle souhaite se donner comme cadre. Et donc, on a également prévu une zone de saisie libre qui permettait à chacun, une fois surmonté l'angoisse de la page blanche, de s'exprimer et éventuellement de faire preuve de créativité, puisque nous n'avions pas non plus la prétention d'être exhaustifs dans les propositions que nous faisions. Donc, à la fois, ça tourne autour de la stratégie pluriannuelle des politiques RH, et à la fois sur la promotion et la valorisation des parcours professionnels. Et l'objectif, c'était véritablement que nos collectivités soient à la manœuvre, mais à la manœuvre dans la simplicité maximum. Et à l'issue du traitement, c'est-à-dire qu'en passant de zone en zone, finalement, sans s'en rendre compte, ils étaient amenés à avoir la réflexion RH, qui est quand même le corollaire des lignes directrices de gestion. Encore un peu comme M. Jourdain, quoi. C'était l'objectif. Et les organisations syndicales, que nous avons évidemment consultées, nous, dans notre département, qui étaient un petit peu tendues, comme certains intervenants l'ont évoqué, sur l'évolution du dialogue social, des conditions liées à la promotion interne notamment, en raison de la modification des compétences des CAP, ont été informés également du projet, de manière à ce que cet outil n'arrive pas, ne soit pas ressenti comme une mainmise des employeurs. Là, on leur a bien expliqué qu'il y avait du conseil du centre de gestion et que,
on était en partenariat avec les employeurs par ce biais-là. Je pense que ça, c'est important aussi à soulever comme point dans la réflexion qui a été la nôtre localement. Là, je parle vraiment du déploiement en Charente-Maritime, parce que la loi de 2019, tout le monde en est bien conscient, porte un certain nombre d'enjeux en matière de dialogue social, et qu'on avançait, encore une fois, c'était il y a plus de 2 ans, on avançait un peu sur des œufs à l'époque. Aujourd'hui, on a du recul, les choses sont un peu différentes. Donc cet outil qui est structuré dans la simplicité, qui est accessible aux agents comme aux élus, a été aussi un outil de transparence, et je crois que c'est important de le rappeler là aussi, et de communication. Alors on n'est pas sur de la note chiffrée, hein, on est véritablement là dans quelque chose qui est malléable, un cadre qui est adaptable, mais qui répond à des réalités chiffrées issues du RSU. Et enfin, pour finir sur l'expérience du déploiement de cet outil, préciser que nous, on l'a mis à disposition de nos collectivités accompagnées d'un programme de webinaire, avec un accompagnement individualisé qui a été possible également, le cas échéant, pour la prise en main, et qu'il a été porté par l'Observatoire régional en Nouvelle-Aquitaine, hein, et donc les collègues, les 12 centres de gestion de Nouvelle-Aquitaine l'ont évidemment utilisé et ont pu aussi d'ailleurs nous faire des retours particulièrement intéressants, et que depuis son lancement, nous avons un certain nombre de centres de gestion qui l'utilisent, hein. Il est relativement bien diffusé aujourd'hui, donc on voit bien que cet outil répondait véritablement à un besoin. Et ça nous a donné envie d'aller plus loin. Donc il y a eu l'outil GPEC dont Claude vient de parler, mais il y a eu aussi un développement autour de l'égalité femmes-hommes, avec un outil toujours basé sur Excel, toujours basé sur la valorisation de la collecte des données RSU, qui permet de calculer un baromètre de l'égalité professionnelle dans sa collectivité. Et pour les collectivités qui sont soumises à l'obligation d'élaboration du plan d'égalité, la possibilité, sur le même principe que l'outil LDG, de s'appuyer sur un traitement chiffré, un comparatif et des pistes d'action qui sont proposées, voire de l'individualisation en fonction du contexte de la collectivité. Donc je crois que la méthode a fait ses preuves. On a de la ressource et je pense que comme c'est systémique, hein, la gestion des ressources humaines, on a encore certainement beaucoup de pistes à explorer. Et pour trouver d'autres outils à mettre à disposition. Aujourd'hui, la limite du système, c'est la capacité de nos collectivités à intégrer toutes ces nouveautés, à s'approprier la démarche GPEC dans toutes ses dimensions. Et ça va nécessiter un travail de fond, un travail de communication également, un travail de terrain, peut-être certaines adaptations réglementaires, je n'en sais rien, c'est encore trop tôt pour le savoir, mais on a encore du pain sur la planche. Merci Nathalie. Voilà. Est-ce que, parce que là on arrive au bout, on a dépassé même un petit peu, hein, bon bah tant pis, hein, il est 10, 11. Pour autant, est-ce que vous souhaitez réagir à la richesse des produits proposés par Claude et Nathalie? Oui. Oui, écoutez, Sophie Leport, je fais donc partie d'une organisation syndicale, la CFDT, et je suis issue de Nouvelle-Aquitaine. Alors, je salue la collègue régionale. Moi, je voulais juste vraiment applaudir ce que vous venez de dire en conclusion, parce qu'on est vraiment dans une progression de l'appropriation de la GPEC dans les collectivités, et je vais aussi caractériser dans les petites collectivités, puisque moi-même ayant été représentante du personnel au comité technique du centre de gestion, quand il a fallu commencer à aborder les lignes directrices de gestion et les projets des collectivités, autant l'outil était là, autant même les services du centre de gestion
en ce qui concerne le service des instances sociales, les instances pour pouvoir travailler ces dossiers n'étaient même pas prêts. Enfin, j'ai envie de dire que ça demande un boulot énorme. Et à ce titre-là, il faut prendre le temps de pouvoir grandir ensemble. C'est une première étape. Effectivement, il va y avoir, normalement, il y a des clauses de revoyure qui ne sont pas encore bien prêtes. Mais vraiment, ce qui était frappant, c'est autant ça a été c'est un outil Excel, mais quand ce n'est rempli que chiffre par chiffre, on voit très bien qu'il y a tout de suite des incohérences et du coup pas de réflexion sur on parle de maladie, mais on ne parle pas après de comment on pourrait envisager le reclassement. On parle de protection sociale où il n'y en a pas, alors qu'il y a une maladie flagrante dans la collectivité. Donc je crois qu'on est vraiment au début d'une réflexion, mais je suis persuadée que même si j'entends la réticence des partenaires sociaux préalablement à se dire comment je vais pouvoir intervenir, on a tous notre place dans cette évolution et en tout cas les outils qui ont été mis à disposition et qui continuent à l'être sont vraiment des outils d'aide vraiment que je souhaitais en témoigner. Oui, juste pour compléter, parce que ça va vraiment dans la droite ligne de ce qui vient se dire, donc le CDG 76 sur le module GPEC, donc effectivement, pareil, féliciter, je pense qu'on peut se féliciter de ces outils et de celui-là auquel nous, on est aussi particulièrement attachés. On démarre, nous, une expérimentation en collectivité, parce que l'appropriation des outils, ça nous paraît aussi extrêmement fondamental. Donc juste, voilà, pour ajouter aux éléments partagés, qu'on démarre avec 3 collectivités, une expérimentation sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va aller dans 3 collectivités pour tester l'outil avec elles et voir ce que ça donne en milieu naturel, on va dire. Et je pense que ça pourra utilement compléter par la suite, voilà, peut-être quelques écueils ou en tout cas aussi tous les bénéfices, et on espère que les collectivités pourront après témoigner de ce qu'elles auront appris et apporté avec cet outil. Voilà. Je m'apprêtais à conclure, mais mon voisin, parce qu'on en avait parlé juste avant, s'agite sur son siège, et il a raison. Ça a été évoqué à 2 ou 3 reprises. C'est un item auquel je tiens et nous tenons beaucoup, c'est celui de l'égalité homme-femme. Laurent, tu voulais dire quelques mots là-dessus? Sujet important. C'est pas un piège, on en avait parlé avant. Sujet important et sensible. Notre animateur préféré nous dit en introduction, nous l'aborderons. Et comme nous allons oui, mais comme on arrive au bout. Voilà. Sujet extrêmement important. Un sujet de société. J'ai écrit là, c'est une question de société, c'est une question de dignité, et c'est aussi une question de droit de l'homme. Une fois qu'on a dit ça, dans le quotidien, comment faisons-nous? Donc nous, on a décidé, au niveau de notre interco, on est 500 agents, de ne pas stigmatiser, mais d'avoir une politique dynamique, valorisante et reconnaissante. Juste un petit point provocateur, mais ce n'est pas de moi, c'est de Simone Veil. Je me souviens, il y a bien longtemps, qui disait sur l'égalité homme-femme, c'est une politique volontaire, sans stigmatisation ni quota. Et elle avait dit, je m'en souviens à l'Assemblée nationale, c'était fâché, vous en souvenez certainement, vous n'allez pas faire comme la PAC avec ses quotas de laitiers. Donc elle avait énormément heurté à l'époque. Mais en réalité, quand on y réfléchit, elle avait vraiment posé au fondement de la société cette vraie question essentielle pour nous tous. Bravo. Comme quoi, il fallait en parler quand même si on a... Je suis sûr qu'on pourrait progresser dans l'échange. En tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir activement participé par vos questions, remarques, observations à cet échange. C'était l'esprit de notre atelier. Remercier bien sûr les 5 intervenants brillants qui nous ont apporté ce dont nous avions besoin, bien sûr, pour l'instant, et puis ouvert les pistes de réflexion qui nous attendent. Merci beaucoup.